Un appel pour la salle et les personnes qui sont encore dans la librairie. Nous allons démarrer en salle Claire la rencontre avec Claire Nouvian et Irène Frachon. Les personnes qui veulent y assister, vous êtes les bienvenus. Nous allons bientôt débuter, enfin on débute tout de suite d'ailleurs. Alors, tout d'abord, je vais passer la parole à Alexandre qui a travaillé d'arrache-pied depuis 1 an à l'organisation de ce salon, puisque nous sommes une dizaine de personnes à organiser ce salon bénévolement, chacun avec notre participation individuelle. Et Alexandre est l'une des pièces maîtresses de l'organisation de ce salon, dans la recherche des personnalités, dans la recherche des coordonnées, ça c'est un vrai travail, et dans la programmation, les idées, quels sont les thèmes qu'il faut absolument aborder, etc. Et donc je lui passe la parole, car comme nous sommes dans un salon du livre, il est important de savoir ce qu'il est écrit dedans. Merci Daniel, c'est Daniel la pièce maîtresse de ce salon. Alors juste ce sera une... Et la pièce... Voilà, c'est ça, exactement. Il s'agira juste d'une toute petite citation qu'on a trouvée pertinente pour accueillir notamment Madame Claire Nouvian et Irène Frachon. Et c'est la suivante, cette citation, elle est issue d'un ouvrage de quelqu'un qui nous manque beaucoup, qui est Bernard Maris. Et elle dit, c'est une citation d'un chef indien en Amérique du Sud. Cette citation, elle dit la chose suivante. Lorsque le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière polluée, le dernier poisson pêché, les hommes s'apercevront que l'argent n'était pas comestible. Bien, merci Alexandre, merci. Alors, notre rencontre, Irène, Claire, donc je vous laisserai vous présenter parce que ça sera mieux fait que si c'est moi qui le fais. Je rappelle quand même, Claire, que vous avez eu, je ne sais pas si on doit se tutoyer ou se vous voyez, comment vous voulez faire. D'habitude, on se tutoie. Bon, on se tutoie, voilà, bon. Alors, Claire, tu as reçu un prix international pour le combat mené contre la pêche en eau profonde. Tu es très engagée. Mais je vais te laisser finir cette présentation. Mais on avait dit, on ne va pas parler de Bloom, de la pêche et tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est quand même ce combat. Comment on fait pour gagner? Qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner des fois et qu'on n'est pas obligé de tout perdre? Et que c'était ça qui nous intéressait. Irène, je ne sais pas ce qu'on a gagné. Je sais que les victimes sont toujours dans l'attente de réparation, que c'est toujours des combats. Ça avance, mais voilà, ce sont des combats très longs. Mais le Mediator a été retiré. Alors j'avais une première question. Ça fait longtemps qu'on a pensé à cette rencontre, cette table ronde, qui était quand même de dire être lanceur d'alerte, ça n'est pas qu'être victime. C'est d'abord porter une information importante, de la publier. Et donc, cette idée-là de pouvoir gagner ces alertes parce que cette information a vraiment été prise en compte et parce que finalement, on obtient d'arriver à quelque chose d'évident au démarrage pour chacun d'entre nous, qui est que le Mediator est un poison, qui est que si on dévaste tous les fonds marins, on est en train de détruire notre planète. J'avais une question. Est-ce que vous avez un habit de Wonder Woman? Un habit de Wonder Woman ou de Superwoman pour avoir réussi ça? C'est une question. Non, je pense qu'on partage tous une détermination, une persévérance. C'est une méthode. C'est juste quand on est sincère et qu'on a de la méthode c'est la persévérance, elle est universelle. Tout le monde n'a pas de persévérance. Mais si on a de persévérance, on finit toujours par gagner, non? Gagner pas forcément les combats, mais au moins gagner en soi. Gagner de sortir de la solitude, parce qu'au début, on passe par pas mal de solitude. Mais à force de persévérer, on se rend compte qu'on a du soutien. Le soutien s'organise, on se rend compte qu'on est plusieurs à partager un scandale, une scandalisation, à partager des valeurs. En fait, on n'est jamais seul avec ces valeurs. Et le plus dur, je pense,
c'est pour ceux qui se retrouvent des inconnus au début comme nous et qui se retrouvent en fait avec un combat qui devient une marque qui est imposée sur nos fronts. C'est de passer à travers ce champ de solitude au début. On perd pas mal d'alliés d'avant, du monde d'avant. Il y a pas mal de gens qui s'effondrent, eux, sous la pression, sous les intimidations. Mais il y en a plein d'autres qui sont là et qui se mettent en lien. Et sans, je pense, ce soutien qui est évidemment familial d'abord, souvent, mais amical. Et puis on identifie des tas d'alliés, en fait. Des tas d'alliés, partout. Et ces alliés-là, vous, dans le regard, je vois, il y a pas mal de gens qui font déjà ça. Oui, on partage ça. Et ces alliés-là, c'est ce qui fait qu'on peut persévérer. Et parfois, tous ensemble, à force de persévérer, on gagne. Alors, je souscris tout à fait ce que tu dis, mais j'ai quand même une petite armure autre que tu n'as pas et qui a été très puissante. Ça s'appelle la blouse médicale. La blouse médicale, c'est la possibilité, en tout cas dans le domaine de la santé, si on est placé à un endroit qui permet de faire ces enquêtes, de vérifier et de travailler scientifiquement sur... c'est être à la bonne place pour enquêter avec les moyens pour le faire. Alors bien sûr, ça peut concerner quelqu'un au sein d'une entreprise qui est à la bonne place, qui a la blouse de travailleur, qui lui permet d'aller plus loin. Mais c'est assez important parce que l'alerte du Mediator est une alerte qui porte sur la dangerosité d'un médicament. Et par exemple, je l'ai dit tout à l'heure à la première table ronde, les premiers qui ont donné l'alerte sur le Mediator, c'est pas moi, c'est par exemple la revue Prescrire, qui est une revue critique des médicaments indépendante de l'industrie pharmaceutique. Mais elle a donné l'alerte, et puis elle s'est fait bananer par les autorités de santé, de manière d'ailleurs absolument honteuse, avec un courrier incendiaire de l'Agence du médicament, et elle n'avait pas les moyens d'aller plus loin. Et moi, j'avais une blouse de Superwoman, qui est une blouse de médecin, tout simplement, qui a reçu cette alerte, et qui, par chance, s'occupait de patients qui étaient susceptibles d'être des victimes du Mediator. Et donc, j'ai commencé à travailler cette question-là avec un petit panel de patients en consultant des références scientifiques. Donc, j'ai fait un travail d'investigation clinique que j'ai pu élargir parce que je travaille dans un hôpital où il y a un centre d'investigation clinique. Donc, on a pu élargir sur des recherches épidémiologiques. Et de fil en aiguille, on a pu véritablement faire une démonstration scientifique de la dangerosité du Mediator que l'on a publié dans des revues avec comité de lecture. Et ce que je vous dis là, c'est, je pense, très important parce que dans le domaine médical, par exemple, ce qui va protéger, en tout cas en partie, et crédibiliser une alerte, c'est la possibilité d'avoir les moyens de le démontrer de manière absolument béton, si je puis dire. Et je me suis toujours, en réalité, sentie d'abord protégée par, quand je parle de ma blouse médicale, c'est en réalité par le travail scientifique, académique, publié, référencé, qui me donnait des bases solides pour lancer cette alerte. Voilà. Donc c'est une autre réponse. La deuxième chose, je voudrais juste vous raconter quand même une petite anecdote. Claire, tu me permets pour vous dire aussi que, là je passe du coq à l'âne, hein, je viens de vous raconter donc un peu ce qui est ma blouse de Superwoman. Dans le domaine médical, c'est en réalité d'avoir les moyens de faire les enquêtes et de les démontrer. Et ça peut être bien évidemment beaucoup plus compliqué quand on est dans une alerte citoyenne et qu'on n'a pas à sa disposition forcément des organismes de recherche, etc., qui vont vous permettre d'approfondir et de démontrer scientifiquement l'alerte. L'année dernière, Claire, qui a mené une succession d'interviews sur France Inter, m'a interviewée, donc a consacré une de ses émissions à l'affaire du Mediator. On y est revenu longuement toutes les deux. Et tu as reçu, tu peux raconter la suite, pour vous dire quand même ce qui peut nous arriver quand on porte des alertes. Vas-y, Claire.
Donc l'été, pas cet été, donc l'été d'avant, j'ai fait une émission qui s'appelait Lanceur d'alerte sur France Inter. Et on a fait en effet une capsule parce qu'on avait, il y avait du nouveau sur la procédure judiciaire dans le Mediator. Et donc, tous les ans, il y a du nouveau depuis 10 ans. Mais le procès pénal, c'est peut-être dans un an. Enfin, c'est une petite... il venait d'être renvoyé en correctionnel quand même, si je me souviens bien. La correctionnelle, oui, on l'attend donc toujours. Je te donne des nouvelles. La suite de la capsule, peut-être fin 2019. Mais je te laisse raconter la suite. Et donc, on avait fait une interview. En effet, Irène, avec son franc-parler, avait dénoncé, et c'était vraiment un grand moment de bonheur de cette liberté de parole, qui avait aussi dénoncé les cabinets d'avocats, mais non déontologiques. Tu les avais appelés des cabinets voyous. Elle avait dénoncé ces cabinets d'avocats voyous qui avaient vraiment compliqué la procédure, histoire de la ralentir, de l'étouffer. Ça devient presque une procédure bâillon. Et donc, tu avais dénoncé ça avec force à la radio, ce qui était génial. Évidemment, les auditeurs sont ravis parce que cette liberté de parole, elle est précieuse, c'est la démocratie. Et en sortant de là, c'était un samedi, l'émission, et j'avais reçu immédiatement une proposition de la directrice de la communication du laboratoire Servier de rencontrer le PDG de Servier. Et je t'avais transmis le mail, mais je leur avais dit, mais écoutez, je suis rien, enfin, je ne sais même pas pourquoi vous m'appelez. Non, mais vous avez parlé du médiateur. Je dis, bah, bien sûr, mais enfin bon, l'affaire est dans le domaine public. Il y a instruction, il vient d'avoir un renvoi en correctionnel. Enfin, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Enfin, j'avais été ahurie de voir qu'en effet, en fait, ils vont chercher chaque personne qui va parler du médiateur pour aller proposer une rencontre. Mais attention, je faisais une émission un été, je ne suis pas journaliste. Mon métier, c'est la pêche industrielle, les lobbies et Bruxelles, vous voyez. Et ils venaient mais j'aurais dit, vous perdez du temps. Alors déjà avec moi, parce que niveau déontologie, par contre, il n'y a rien qui me fera changer d'avis. Mais en plus, cette méthode. Et je me suis dit, mais s'ils font ça avec quelqu'un qui fait une fois une mention du médiateur, vous imaginez le matraquage dans le ciblage des journalistes pour qu'ils aillent rencontrer non pas un DIRCOM ou quelqu'un de la com, le PDG du laboratoire. Vous vous rendez compte des moyens qui sont déployés pour essayer d'étouffer et de créer un peu de controverse pour quand même expliquer qu'il y avait quand même des vices de procédure, j'imagine, tout un blabla derrière. Et ça, il y a un an, hein, c'est-à-dire pratiquement. Donc, alors que l'affaire du Mediator a été publique, révélée, et qu'on savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Et donc, Claire, à ce moment-là, j'ai réalisé, parce qu'il y a eu un certain nombre d'autres émissions, et donc à chaque fois, ce type de pression, de coups de téléphone avant les émissions, etc., se multipliait. J'ai participé à une émission d'Europe 1 avec Christophe Ondelat, raconte. Et bien, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, écoutez, c'est incroyable, on a eu un coup de téléphone d'une boîte qui s'appelle Majorel, qui est menée par Anomel, qui est donc la boîte com de Servier actuellement, pour essayer de restaurer leur image. Et ils ont été informés qu'on allait aborder le Mediator, que ça n'était pas annoncé. Et ils ont appelé pour protester sur ma présence, en l'absence de contradicteurs, etc. Et de la même façon, on a initié un travail de journalistique, enfin pas de journalistique, photographique, avec un photographe professionnel qui a fait un tour de France pour faire des portraits de victimes du Mediator. Et il a reçu un coup de téléphone. Et comme il a dû rappeler après, je lui avais dit, tu enregistres. Et la directrice de la communication de Servier l'appelait pour lui proposer plutôt de photographier des gens qui n'avaient pas de grief. Voilà. Non, c'est pour vous dire quand même cette espèce de traque silencieuse, hein, mais extraordinairement efficace, qui nous suit, les lanceurs d'alerte, tout au long et pendant des années, des années, des années. Alors effectivement, le problème, c'est que ça s'est soldé par un article que j'ai écrit dans le Huffington Post, comme je le fais régulièrement, pour dénoncer la communication de Servier, et notamment ses méthodes que je trouve être plus que limite, qui consiste effectivement à tenter d'influencer et de traquer les personnes qui peuvent me donner la parole à moi ou aux victimes du Mediator pour empêcher ces informations de circuler. Et ça, c'est quelque chose, en fait, donc dans ce que tu décris, c'est ce qu'on a vécu aussi chez Bloom, parce que ce sont des années, c'est pas fini, hein, de combat contre la pêche industrielle, qui est organisé avec des représentants de ce qu'on appelle lobby, hein, vraiment des représentants d'intérêt, avec des méthodes, de l'argent, beaucoup de moyens.
Et en effet, pendant des années, je me suis rendu compte, parce que moi, les journalistes ne me le disaient pas toujours, mais je me suis rendu compte que, en fait, j'étais débranchée de plein de programmes. Et il y a une fois, en effet, un type à la télé qui a osé me le dire et qui m'a dit, mon Dieu, mais la pression, parce que vous veniez en plateau à la télé, la pression qu'on a eue du Comité national des pêches, qui a appelé, qui a rappelé en disant que vous étiez une folle. Alors ça, en plus, quand on est une nana, à chaque fois, on y a droit. Hein. Alors, vous êtes une folle hystérique. Alors ça, non, je sais pas, tu l'as eu, non? Moi, Pareil. Qu'une folle hystérique, etc. Et en fait, ça marche. La plupart du temps, ça marche. Et évidemment, le journaliste qui résiste à cette pression et qui dit, attendez, c'est parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on devient assez établi dans les médias et dans l'opinion publique pour qu'ils se disent, je vais au bon endroit. C'est bon, je ne vais pas non plus me tromper, mais quand ils ne sont pas si sûrs, quand on n'a pas ce bouclier médiatique, une fois qu'on a révélé un scandale, et en effet, les publications, c'est ce qu'on utilise aussi chez Bloom, c'est de la donnée. Ils se battent avec de la diffamation, avec de l'intimidation, et nous, on se bat avec de la donnée. Ça marche quand même assez bien, la donnée. La donnée objective qu'on essaie de décrire du mieux qu'on peut dans des revues scientifiques à comité de lecture. Et on voit, en fait, c'est toujours les mêmes méthodes, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un paquet de gens qui vivent cette espèce de comment dire, le mot m'échappe, je suis tellement fatiguée, je vous explique. Surveillance. Oui, en fait, de mise à... Je vais y arriver. Marginalisation. Oui, marginalisation, mais vraiment ostracisation. C'est cette ostracisation qui marche très bien, et qu'on arrive seulement à percer une fois qu'en effet, après des années de persévérance, en fait, on finit par être tellement établi qu'on devient pour le coup une valeur. Alors, on est invité parce qu'on va plutôt... on incarne après l'intégrité. Mais avant d'incarner l'intégrité publiquement, vous passez quand même par des années de solitude et d'ostracisation et d'attaques et d'intimidation et de menaces, etc. Et donc, il y a le rôle, je me suis rendu compte, très important joué par les agences de communication. C'est-à-dire qu'il y a des agences de communication qui sont sollicitées justement par des industriels du CAC 40 ou des grandes personnalités pour gérer. On a ces agences qui ont pignon sur rue, hein, qui vont de conseiller un grand industriel, ou en passant après par DSK, ou en passant par donc des personnalités politiques qui sont bousculées, etc. Et qui s'appelle par exemple Image 7, menée par Anne Méo, qui s'est occupée de Servier tout à fait au début, puis il y en a eu d'autres, et puis là, je ne sais pas où ils en sont, mais c'était Anne Méo de Majorelle. Et ces agences de communication ont énormément d'entrées au sein des... Ce sont des communicants qui ont beaucoup d'entrées au niveau des rédactions de beaucoup de médias et généralement au niveau des directions, avec des liens privilégiés entretenus pendant des années et qui leur donnent pratiquement vraiment des entrées directes pour presque négocier la présence ou le débranchage de tel et tel intervenant dans les médias. Et donc, moi, je les ai vraiment vus à l'action de manière directe. Hein. J'ai les mails, tu m'en as transmis. Et heureusement, d'autres journalistes m'en ont transmis. Mais souvent, les journalistes ont tellement l'habitude de vivre avec ça que d'abord, ils ne les transmettent pas forcément. Et ça fait presque partie du job, j'ai compris. Hein. Bon, peut-être en première étape, donc... Finalement, vous n'avez pas d'habit de superwoman, mais par contre, vous avez une méthode de travail qui fait que la donnée, le document, le documentaire, tous ces aspects qui soient scientifiques, études, etc., sur lesquels vous avez appuyé votre travail, se heurtent dans un premier temps à toutes ces opérations de discrédit. Moi, on ne m'a pas traité de folle hystérique, mais de procédurier permanent. Irène a participé à une conférence que je faisais où justement il y avait une personne dans la salle qui disait mais comment il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, ce qui ne se pose jamais quand eux font leurs interventions. Et pour les interventions, moi j'ai toute une palanquée de lettres avec la Marianne. Parce que sur les projets SNCF, c'est la Marianne du ministère des Transports qui sont envoyés à toutes les rédactions. Mais comment vous avez interviewé ce guignol, etc. Donc on a cet élément. Et donc peut-être qu'une des premières conclusions qu'on peut tirer sur comment gagner, c'est d'abord partir sur de la documentation, partir sur des éléments de preuve, s'appuyer en permanence dans son discours là-dessus.
en précisant ce que tu disais Claire, ce que tu disais également Irène, qu'en face, finalement, le jeu, c'est d'avoir des slogans, des évidences simplistes, nous, on avait éléments de langage, oui. Voilà, on avait récupéré les éléments de langage justement d'une agence de communication. Le début, c'était « il faut convaincre le temps d'un voyage en ascenseur ». Vous voyez, un truc un petit peu lourd quand même, que même quand vous écrivez les zéros, vous avez déjà bouffé la moitié de la page. Et ben, le temps de... Alors, donc on peut partir là-dessus. J'avais une deuxième question, c'est à quel moment vous avez senti la bascule ? Parce qu'il y a cette course de fond là, dans le désert au démarrage un petit peu. Et il y a un moment où on sent quand même que ça bascule, où les journalistes qui justement étaient probablement un petit peu sur la réserve parce qu'ils reçoivent des lettres, des appels, etc., disent où on va quand même regarder à deux fois, est-ce que, voilà. À un moment, on sent que ça bascule. Comment c'est arrivé chez vous ? Je commence. Alors, donc l'enquête Mediator, c'est une alerte à propos d'une patiente qui se déroule en 2007. Et donc l'enquête scientifique dont je vous ai parlé, donc avec mon habit de docteur, tout simplement, c'est 2007, 2008, 2009, jusqu'au retrait du Mediator fin 2009. Et je réalise à ce moment-là que ça va être enterré, c'est-à-dire que le Mediator est retiré en catimini et qu'il ne se passera rien derrière, alors que c'est un champ de ruines. Et donc, je réfléchis à la façon d'aller plus loin. C'est là où on franchit un petit peu la ligne rouge. Et ça va être la publication du livre Mediator, Combien de morts, qui va être censuré en justice en première instance et qui s'appuie sur la totalité de l'enquête qui a été menée pendant les trois années précédentes de façon chronologique. Et je l'ai dit ce matin pour ceux qui étaient là, avec des références. Tout ce que je dis est référencé à la fin de l'ouvrage et renvoie à ces fameux articles scientifiques, etc. Et puis ce livre est attaqué par le laboratoire, avant même d'ailleurs d'être en rayon, et malheureusement la justice croit le gros laboratoire et pas les petits pieds nickelés brestois, et interdit et censure ce livre. Et donc l'alerte à ce moment-là est capote. Hein, donc ça bascule pas du tout, ça bascule du mauvais sens. L'alerte capote et les journalistes, effectivement, je pense qu'ils sont appelés 15 fois, 20 fois, 30 fois sur leur mail ou leur téléphone par des personnes qui pensent avoir des révélations importantes à faire. Et donc, ils sont extraordinairement méfiants. Et donc, les journalistes que j'ai contactés à ce moment-là écoutaient, mais je sentais que ça partait pas derrière, quoi. Sauf, quand même, je dois le dire, le Nouvel Obs, avec la journaliste Anne Crignon, qui a fait un très beau papier là-dessus, où pratiquement tout était dit. Il y avait Isabelle Giordano aussi. Et le magazine Grazia, qui avait fait vraiment une enquête formidable, donc magazine de la presse féminine. Et le Mediator concerne beaucoup aussi l'image des femmes, puisque c'était beaucoup un coupe-fin. Mais pas de quoi faire lever les foules, ni faire bouger les autorités de santé, et encore moins la justice. Et donc l'affaire capotait, et j'ai eu à ce moment-là un contact avec un député qui s'appelle Gérard Bapt, que j'ai là dans ma ligne de mire, puisqu'il est présent aujourd'hui, député de la Haute-Garonne, qui était chargé de la mission santé, qui est cardiologue de formation, et qui a été alerté par une interview qui était passée dans François, je crois, ou Le Parisien, par Le Parisien, et qui s'est mis en contact avec moi pour me dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Envoyez-moi votre livre, ça m'intéresse ». Alors il est cardiologue, le livre en fait il peut être lu je crois par tout le monde, mais il a été très très bien lu par Gérard Bapt, qui m'a rappelé en me disant c'est une histoire de dingue. Et au même moment je recevais des mails extrêmement menaçants issus des experts de l'agence du médicament qui voulaient à tout prix me punir de mon outrecuidance de poser la question combien de morts dans un livre, sans même avoir lu le livre d'ailleurs. Et qui voulait m'attaquer devant le Conseil de l'Ordre, devant les académies de médecine de pharmacie, par la justice, par mon institution, enfin bref, par tous les moyens possibles. Donc c'était pas du tout agréable. Et Gérard Bapt donc avait la possibilité de demander des comptes à la FSAPS en tant que député et
chargé de cette mission santé. Donc il a entamé pendant tout l'été 2010 des échanges épistolaires extrêmement lourds avec le directeur de l'agence, qui était Jean Marimbert, pour lui demander des explications sur ce retrait très tardif du Mediator. Et puis, au début, c'était « mais non, on a tout fait bien et il n'y a aucun problème ». Et puis, Gérard a rajouté « qu'est-ce que c'est que ces échanges insensés qui concernent le docteur Frachon ?» Et non, c'est tout à fait normal qu'on discute, mais bizarrement, on n'en a plus jamais entendu parler. Ça s'est calmé tout de suite. La fronde anti-Frachon, ça s'est calmé, et ces messieurs, parce qu'il y avait beaucoup de messieurs dans l'affaire, ont rengainé. Et puis, on a cru, Gérard et moi, qu'on n'y arriverait pas, puisqu'à chaque fois, on te baladait complètement. Et tu as fini par, de dépit, tu m'appelles en me disant « je vais publier une tribune dans Le Monde, je vais proposer une tribune que je vais intituler « Mediator, combien de morts ?» Alors moi, je lui dis « Gérard, tu n'y penses pas, tu vas te faire attaquer en justice et condamner, parce que moi, j'ai été condamné pour avoir posé cette question. » Gérard me dit « je m'en fiche, moi j'ai l'immunité parlementaire, et puis en plus, on a une thèse de pharmacie. » Cela dit, ça t'a pas empêché d'être attaqué d'ailleurs par Servier. Et en plus, je m'appuie sur un travail qui a été fait par une étudiante en pharmacie, dans sa thèse de pharmacie, qui a été validée avec mention très bien par l'Académie de pharmacie la faculté de pharmacie de Rennes. Et donc, elle faisait une première estimation des morts entre 500 et 1000. Donc Gérard sort cette tribune, qui ne sort que dans lemonde.fr, donc pas sur la version papier, voilà, en catimini, et dont tout le monde se fiche. Ça ne fait absolument aucun effet. Et par chance, ça fait de l'effet à l'Agence du médicament, et beaucoup d'effets, parce que ça commençait à les énerver sérieusement, ces interrogations de ce député, excusez-moi, casse quelque chose. Et un des grands responsables de l'agence se dit, il y en a marre, cette pneumologue et ce député qui nous astique là comme des espèces de misérables, je sais pas quoi, roquets, on va s'en débarrasser et on va demander à la caisse d'assurance maladie si elle peut faire une évaluation de la mortalité liée à l'utilisation du Mediator, en étant absolument convaincu qu'il n'y avait aucun mort. Et puis, manque de bol, à l'agence du médicament, ils se sont adressés à un médecin qui était particulièrement au fait de cette histoire, puisque dans mon livre, je l'ai appelé le Père Noël, et qu'il a joué un rôle majeur pour démontrer la dangerosité du Mediator. Et le Père Noël était tapi parce qu'il avait déjà eu pas mal d'emmerdes après la publication du livre. Il avait lui-même été menacé d'être placardisé. Enfin, ça avait été assez compliqué. Donc il se faisait extrêmement discret. Néanmoins, la question n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Il a d'ailleurs fait au début comme si cette question ne l'intéressait pas vraiment, pour avoir qu'on le lui demande avec insistance, avec des mails, enfin pour avoir la preuve que vraiment on lui avait vraiment posé cette question-là. Et la réponse et les chiffres qu'il a fournis très rapidement après ont été tellement effarants, donc transmis à l'agence, que l'agence du médicament a tenté de les étouffer. Et surtout n'en parler à personne, et rien n'avait jamais été demandé. Sauf que Gérard Bapt était dans la confidence, ainsi qu'une journaliste du Figaro, Anne Jouan, et qu'a commencé une véritable traque à l'homme. Ça a été une chasse à courre vis-à-vis de l'agence, c'est-à-dire que on savait que cette étude existait, on savait que la mortalité était effrayante et se comptait en centaines, et que l'agence ne voulait pas en entendre parler. Donc Gérard Bapt a pris rendez-vous avec la direction de la caisse d'assurance maladie, je peux le raconter, et puis il est arrivé dans un silence de mort, avec tous les responsables qui étaient là, le Père Noël qui n'en menait pas large et qui ne disait rien, parce que c'était pas... et qui lui ont dit études, non, mais il n'y a pas d'études, etc. Jusqu'au moment où, quand même, à tes questions, on te dit, il y a effectivement, l'agence du médicament nous a demandé quelques informations complémentaires que nous avons transmises à telle date, mais nous n'avons pas à communiquer là-dessus, et voilà. Donc Gérard avait la date de communication de ces données. Donc il repart. Et puis, quelque temps après, un premier article du Figaro fait état d'une étude qui comptabiliserait 500 morts demandées à l'agence du médicament, etc. Et puis, l'agence du médicament, interrogée par le Figaro, dit « Non, mais on n'a pas demandé d'étude ».
Et donc Anne Jouan sort à ce moment-là son joker en disant si l'étude, vous l'avez faite puisque les données vous ont été transmises par la caisse d'assurance maladie à telle date, très exactement. Et l'agence a été obligée de reconnaître qu'effectivement, il y avait une étude. Voilà. Et de fil en aiguille, alors il y avait également une épidémiologiste qui était au sein de l'agence et qui a prévenu les petits collègues des différentes commissions que la direction de l'agence du médicament avait des chiffres, mais qu'ils n'en étaient pas informés. Et donc, une réunion extraordinaire s'est tenue le 16 novembre 2010 au sein de l'agence pour évaluer cette fameuse mortalité, répondre à cette question combien de morts, et en assumer la publicité. Et donc cette première évaluation était de 500 morts, et c'est là où effectivement tout a explosé et où il y a eu la grande bascule de cette affaire qui est devenue un scandale immense avec un retentissement national majeur. Donc ça s'est fait le 16 novembre 2010, annoncé, précédé par un grand article du Figaro, puis une conférence de presse de l'Agence du médicament, et qui a débouché à un certain nombre d'événements, et en particulier le fait que le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a pris en main avec un engagement extraordinairement sincère et résolu cette affaire, et a d'une part demandé que l'on dépiste sur la population ayant consommé le Mediator des éventuelles complications cardiaques, et d'autre part a demandé une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui a rendu, dans un rapport absolument ébouriffant de qualité, de travail, je crois que c'était en janvier 2011, j'ai plus la date exacte, donc à peine 6 semaines après l'éclatement du scandale, une enquête de 3000 pages qui était absolument accablante sur les défaillances de l'Agence du médicament pendant plus de 10 ans. Donc plusieurs éléments de bascule, Gérard Bapt, les journalistes et le Père Noël qui est intervenu. Mais donc en fait, on n'a pas un point de bascule à un moment qui fait le point passer de bascule, moi je l'ai senti physiquement, si je puis dire, parce que le jour où il allait y avoir cette conférence de presse de l'Agence du médicament, moi j'arrivais à Paris, pour tout vous dire, pour travailler pour un labo, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore tout compris, si je puis dire, et j'y étais avec l'infirmière de recherche qui avait travaillé avec moi. Et en montant dans l'avion le matin, on avait commencé à donner des interviews la veille au soir après la publication de l'article du Figaro. Je dis à mon infirmière, Patoche, très importante aussi, puisque c'est elle qui avait fait toutes ces études épidémiologiques avec moi, je lui dis, viens, c'est bien que tu sois avec moi parce que j'ai l'impression que ça va barder. Et quand on est arrivé à Orly et qu'on a rouvert nos portables, la conférence de presse se tenait, et là, c'était 300 messages. C'est-à-dire que c'était un message toutes les secondes qui tombait du ministre de la Santé qui voulait nous voir, de toutes les télés, de toutes les radios, de l'étranger, de partout. Et c'était absolument incroyable. Alors, vous pourrez voir un film qui raconte cette histoire, qui s'appelle La fille de Brest. On était dans les toilettes d'Orly, en train de faire pipi en passant, charger nos portables, parce que ça se déroulait à une vitesse folle, en contact avec des agents, heureusement des agents de presse que notre éditeur avait intelligemment déjà prépositionnés. Et donc on a mis très vite une cellule de crise pour répondre à l'ensemble de ces sollicitations. Et cette bataille de la communication a été fondamentale pour vraiment faire, bam, basculer l'affaire. Voilà. Alors, quand est-ce qu'une affaire bascule ? Voilà. En direct, c'est ça. Claire, la bascule. Mais on t'écouterait, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu fais le soir de Noël, tu vois, pour sauver la soirée familiale à se tirer une balle ? Eh bien, on invite Irène et on va être tous comme ça. Waouh, le meilleur Noël de notre vie. Alors nous, le moment de bascule, il est aussi compliqué parce que ça a été. Alors nous, on a plus de difficultés à obtenir la visibilité dans les médias avec des écosystèmes océaniques. C'est vrai que ça génère pas le même niveau d'empathie. Quand on me dit comment tu as réussi, j'ai une réponse de 1000 morts. Ouais. Elle est terrible. Et nous, les morts, c'est des écosystèmes multimillénaires. Il faut imaginer des coraux qui ont commencé à croître au moment où les premières pyramides d'Égypte étaient en train d'être bâties.
et qui sont pulvérisés par des bulldozers industriels en quelques secondes. Alors ça génère une surprise, un choc, mais pas non plus, ça ne fait pas descendre les gens dans la rue. Donc nous, on a fait une bataille qui a commencé avec Borloo, en fait, au Grenelle de la mer. Et on a proposé l'interdiction du chalutage en eau profonde parce qu'il faut imaginer que ces grands bulldozers industriels passent à travers ces écosystèmes très fragiles jusqu'à 2000 mètres de profondeur quotidiennement. Ça n'a aucun sens, comme on peut imaginer. On détruit un écosystème qui est vraiment un patrimoine naturel commun, très précieux, très fragile. Et on le fait pour rien d'autre, parce qu'il n'y a que le bénéfice d'une marque. À l'époque, c'était évidemment Intermarché qui était notre ennemi, parce que la marque a une flotte de pêche profonde. Et ils faisaient passer leurs chalutiers, puisqu'ils ont arrêté depuis. On collabore maintenant avec eux à essayer de transformer leur pratique industrielle, parce qu'ils revenaient de loin, ils reviennent toujours de loin. Mais ils ont accepté, ils ont fini par entendre, après des années de bataille. Et donc on a commencé en 2009 avec donc le Grenelle de la mer, Borloo, et on a proposé d'interdire le chalutage en eau profonde. Et là, c'est mise en œuvre une bataille rangée de lobbies industriels avec la complicité des politiques et c'est là la grande déception. Ça a été le truc le plus dur, parce que j'ai pas une très haute idée de la plupart des politiques. Vous êtes un héros à mes yeux, parce que je connais beaucoup de politiques qui sont formidables, avec lesquels on travaille, mais en majorité, on a un vrai sujet avec les majorités dominantes dans les parlements. Et nous, on a vu un entrisme des lobbies sur les votes des parlementaires et sur les déterminations des ministères, des administrations, du gouvernement, qui étaient à pleurer. Il faut savoir que Jean-Yves Le Drian est lorientais et que la pêche industrielle, son fief est Lorient. Donc, je peux vous dire que ça aille de Hollande jusqu'à Macron, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les lobbies sont dans la place. Et donc, on a commencé là. Et en fait, la première phase, ça a été évidemment d'identifier les acteurs. Parce que d'abord, j'étais vraiment tout à fait naïve, voire franchement bête, de penser qu'en disant les choses, en disant la science, en partageant les données scientifiques, ça allait suffire. Comme si, en fait, le monde était mu et guidé par la rationalité. Bon, premier échec dans ma vision du monde, non, évidemment qu'on n'est pas du tout rationnel, on est politique. Et il suffit de quelques bateaux industriels qui ont l'oreille des politiques pour que les arbitrages soient politiques et donc pas du tout ni citoyens, ni pour l'intérêt commun, parce qu'évidemment ces pêches-là sont en plus subventionnées par nos impôts. Donc en fait, ça nous coûte à la société, ça nous coûte vraiment matériellement, ça nous coûte de l'argent d'envoyer ces énormes bateaux industriels. Donc on se disait, mais c'est fou, parce que tous nos indicateurs, pendant tout le Grenelle de la mer, je m'étais efforcée à l'époque de montrer la science, de montrer la fragilité des écosystèmes, de montrer donc d'agréger les chiffres, donc beaucoup d'investigations pour montrer que toutes ces données, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait les subventions à la pêche étaient totalement opaques en France. Et ça fait, donc j'ai entamé un combat qui est devenu celui de Bloom. Donc j'ai commencé en tant que jeu, c'est vraiment devenu un nous, parce que j'ai trouvé entre-temps, sont venus à moi d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le temps de recruter, rien, mais sont venus à moi des jeunes formidables, des docteurs en sciences qui sont venus me rejoindre pour notamment lutter contre cette incurie des pouvoirs publics, alors qu'on a tous les éléments, on sait comment épargner les écosystèmes marins, épargner les finances publiques et arrêter de perdre tous ces emplois dans la pêche. Puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on va vers des bateaux industriels, on détruit de l'emploi artisan à côté. Et au passage, on abîme vraiment nos finances publiques. Donc j'ai été rejointe depuis, c'est devenu notre grosse bataille, les subventions publiques. Vous allez encore en entendre parler parce qu'on ne lâchera pas, ayant compris que c'était le nerf de la guerre pour changer le modèle économique d'une pêche industrielle. Et donc 2009, ça a été un moment, 2009-2010, ça a été un moment de douleur, parce que je me suis rendu compte qu'en fait la science, pour laquelle j'avais tant d'estime venant d'années de documentaires scientifiques, j'ai travaillé avec des chercheurs qui m'ont tellement fait rêver, qui m'ont tellement inspiré, des femmes incroyables qui sauvaient les oiseaux d'Asie, en Afrique, des gens vraiment dévoués. Et j'avais cette image-là des chercheurs. Voilà, la meilleure tentative de l'esprit humain, de décrire le monde tel qu'il est, et puis de partager ça, et puis de corriger. Donc la pratique du doute, ce qui est le plus beau. Il y en a. Donc tu en as rencontré.
plein. Et c'est pour ça que moi, je suis arrivée pétrie de cette immense admiration pour les chercheurs. Et là, bam, j'ai découvert qu'il y avait des chercheurs qui avaient quand même une mission avec un téléguidage politique et qui, en fait, reniaient tout leur code de déontologie scientifique pour être au service d'industriels, enfin ce que vous avez aussi finançant avec retour sur investissement pour leurs recherches et leurs Alors oui, parce que de toute façon, sous tutelle du ministère. Donc de toute façon, dès lors qu'ils sortiraient la tête pour dire bon, c'est vrai qu'objectivement, c'est peut-être pas une super idée de pêcher en eau profonde, mais ils auraient tout de suite, ils seraient placardisés ou peut-être ils perdraient même carrément leur emploi. Donc ça a été un moment de bascule dans le sens de la conscience et aussi d'identifier le seul allié qu'on a eu dans ce combat. On a eu un allié sur 28 États membres, 750 députés, toutes les institutions et les administrations qui tombent derrière chaque État membre, des administrations qui sont lourdes, hein, tu en as fait les frais. On a eu un allié qui était la Commission européenne. C'est suffisamment rare pour devoir le dire. En effet. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le combat de la pêche électrique et maintenant, la Commission est redevenue notre ennemi. Mais à ce moment-là, il y avait une commissaire européenne grecque, Maria Damanaki, qui se disait mais c'est n'importe quoi, ces pêches industrielles, ça ne peut pas se produire comme ça ne peut pas se poursuivre comme si toutes ces données qui nous arrivent, ces grandes tendances de raréfaction des poissons, de destruction de l'environnement, de destruction de la ressource financière publique et de l'emploi très rapide. Les premières victimes sont les pêcheurs quand même. C'est pas possible. Donc elle s'est dit, elle a eu l'audace, elle a regardé ce qui se passait sur le Grenelle de la mer. Elle a vu qu'évidemment Intermarché était en mission pilotée avec les chercheurs et avec les politiques donc ça a été une période où j'ai été menacée de mort tous les jours. Donc là, on a fait une stratégie de médias. On s'est dit, bon, t'es trop vulnérable, t'es pas assez connu. Et donc, il y a une fille qui m'a aidée. Comment est-ce qu'on est menacé de mort, comme ça Pourquoi Non, mais comment? C'est des lettres Tous les jours, des choses différentes, souvent des SMS. J'étais traquée chez moi avec un laser rouge tous les soirs, ce qui n'était pas hyper agréable. Je recevais une photo avec un braque, je me souviens, avec un grand couteau dans la gorge, enfin dans la gueule, un énorme couteau qui me disait c'est ce soir que tu vas mourir. Enfin, que genre de truc. Puis au début, bon, je me disais tant pis. Puis en fait, il paraît, après j'ai lu plein de trucs, j'ai découvert qu'en fait ça faisait partie des méthodes d'intimidation sur quelqu'un qui n'est pas encore identifié, parce qu'en fait la plupart des gens craquent. Et moi j'ai craqué, mais toute seule dans mon lit à pleurer. Mais j'ai jamais craqué publiquement, parce qu'en fait je suis une sale teigne, et que plus on m'énerve, je suis une teigne, et plus on m'énerve. Mais c'est dur à vivre pour mon chéri. Mais ouais, en fait, plus on me pousse avec les mauvaises raisons, c'est toute la face hideuse de l'humanité qui se ressort. Mais alors là, ça m'a encore plus déterminée. Je me suis dit, mais je suis au bon endroit. Mais je suis au bon endroit, je vais continuer à le dire encore plus fort. Et là, ça a été une période, en effet, où tous ceux... Parce que moi, en fait, juste avant, j'avais publié un livre sur les abysses qui avait très bien marché. J'avais fait une exposition sur les abysses au Muséum d'Histoire Naturelle, avec l'Ifremer et tout ça. Donc tout le monde m'adorait. J'étais la petite Française qui arrive à publier des livres aux États-Unis, qui cartonnent, enfin waouh, qui parle anglais, qui voyage partout dans le monde. On adorait ça. Et d'un coup, je deviens une emmerdeuse qui dit les choses telles qu'elles sont, alors qu'évidemment, il y a une espèce de chape de béton, une omerta sur le sujet. Et du coup, ça a été le moment où j'ai été très seule dans cette période. Et en même temps, j'ai identifié notre seul allié qui a été la Commission européenne. Ce moment-là, Intermarché a fait une publicité dans les journaux en disant que sa pêche était durable. Et donc là, on a attaqué auprès de l'autorité de régulation de la publicité professionnelle, la RPP. Sachez que n'importe qui peut porter plainte contre une publicité. C'est un formulaire en ligne. Alors moi, je l'ai c'était un formulaire de 35 pages, mais j'ai fait quand même... Et donc, on est allé à l'arbitrage et on a gagné l'interdiction de la publicité d'Intermarché. La Commission européenne a regardé ce qui se passait en France en se disant c'est un peu le terrain, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est le moment? Ils avaient dans leur papier, dans leur tuyau, une proposition législative. Vous savez que la Commission européenne est la seule entité des 3 institutions, Parlement, Conseil et Commission, à pouvoir être à l'initiative des propositions de loi. Et donc elle avait une proposition de loi dans son carton qui était d'interdire le chalutage en eau profonde. Mais elle attendait un moment mûr politiquement. Et là, quand elle a vu qu'on avait gagné l'interdiction de la publicité d'Intermarché, on avait prévu, c'était en juillet 2012, en juillet 2012, du coup, elle avait prévu, la commission, de sortir
sa proposition de loi pour interdire le chalutage en eau profonde. Et là, veto d'un des commissaires, on ne sait pas, donc on avait tout été prêt pour que ça sorte le 12 juillet 2012. Et veto d'un commissaire, évidemment, un commissaire, alors on me dit la commission m'appelle, c'est la version, je ne sais pas filmée, donc on peut être entre nous, mais... On est filmé. Ah bon, on est filmé, donc oui. Quelqu'un m'appelle et me dit, il y a un veto du collège des commissaires. Donc, et on me dit, devine qui? Je dis, tiens, Barnier par hasard? Michel Barnier qui a été ministre de l'Agriculture et donc de la Pêche? Bingo, évidemment, c'était Barnier qui était à l'origine du blocage. Donc là, j'ai passé plusieurs jours sans dormir pour lui mettre la pression. Je l'ai traité de VRP d'Intermarché dans les journaux. C'était le week-end du 14 juillet, c'est-à-dire le seul week-end dans l'année où les journaux sortent et restent 2-3 jours à circuler entre les gens. Donc là, tout le monde a vu que j'avais traité Barnier de VRP d'Intermarché. J'étais avec un journaliste de Radio Culture, Radio France, je ne sais plus, quand il m'a appelé pour me menacer de poursuite judiciaire. Je lui ai dit, si je suis avec un journaliste, ça l'intéresse d'enregistrer la conversation, on peut la voir. Bon, non, on va s'arranger autrement. J'ai dit, je pense, je suis sûre. Et il a fini par lever son veto. Et donc, la Commission européenne a sorti sa proposition législative. C'était donc le 17 juillet ou 19 juillet 2012. Et là, ça a commencé une longue série de batailles acharnées avec des méthodes farouchement violentes, discriminatoires, insultantes, dénigres, tout. On a eu le droit à tout et à toutes les méthodes. Donc on s'est battu pied à pied avec les lobbies jusqu'à ce grand moment de déception. On avait tous les citoyens avec nous. On a eu Pénélope Bagieux qui avait fait une petite bande dessinée du combat qu'on menait. On avait 900 000 Français qui avaient signé notre pétition sur notre site Bloom, pas sur Avaz ou change.org. On était à la crête, on va dire, de la gloire. Carrefour avait annoncé qu'il retirait les poissons profonds de la vente. Casino avait annoncé. Tout ça avant le vote du Parlement européen le 10 décembre 2013. Et donc là, on se dit, c'est pas possible, le Parlement va voter. On a tous les éléments objectifs. On n'a aucune raison objective, scientifique. Il n'y a même pas de question sur l'emploi. On ne peut que interdire la pêche en eau profonde. C'est un délire industriel de nos sociétés. C'est complètement obsolète. C'est absolument pas adapté à la fragilité biologique et à l'état d'extinction de masse qu'on est en train de vivre et à cette société de carbone avec ces énormes chalutiers de 50 mètres qui consomment plus de gasoil qu'ils ne ramènent de poissons sans les subventions européennes, sans les subventions publiques, européennes et nationales. Ils ne quittent même pas le port pour aller pêcher. C'est quoi le sens de ce business model? Donc on avait tout ça, et c'était sans compter qu'en fait, tous les États membres étaient contre nous, et tous les élus français, sauf les Verts évidemment, et l'élu aujourd'hui France Insoumise, il y en a un, Younous Omarjee. Et malgré ça, donc avec leur soutien, ils ont essayé de parler à tous les groupes. Et à l'époque, Isabelle Thomas, qui était référente pêche pour tous les socialistes, qui est encore au Parlement, a donné la consigne de se battre. On s'est battu contre elle tous les jours. Donc malheureusement, on n'avait pas un parlementaire comme vous. On avait les Verts, mais ils ne sont pas majoritaires, comme vous savez, au Parlement. Et on a perdu le vote le 10 décembre 2013 à 9 voix, c'est-à-dire la délégation française socialiste. Et ça a été le moment, je me souviens, toutes les caméras étaient braquées sur moi. Donc je suis restée impassible dans l'hémicycle à Strasbourg. Et là, déferlement médiatique. Et là, il y a eu un moment d'effondrement parce qu'on s'est rendu compte après coup que 22 députés avaient fait changer leur vote après coup. C'est là toute l'ironie de la politique. En fait, il y avait une telle pression des lobbies que les députés ont voulu s'afficher, ont voté pour les lobbies, mais ne voulaient pas être du mauvais côté, donc ils ont fait changer leur vote après coup en disant on s'est trompé. Mais on ne peut pas, un vote corrigé après coup n'est pas pris en compte dans la décision. Donc on est parti en trilogue, vous savez, la négociation entre commission, parlement et conseil, en étant perdant. Donc en gros, jamais le conseil, vous voyez, le conseil c'est les États membres, c'est la maison des lobbies là, vous voyez. Et là, mais jamais de la vie on allait gagner au conseil. Comment remonter la pente quand à la base la maison du peuple, qui est le Parlement, ne vote même pas avec le peuple, vous voyez. Et là en 2013, je me suis dit, waouh, j'ai eu un grand
moment de solitude. Je peux même pas en parler. Ça a été super dur. Et après, je me suis dit, la politique, c'est la politique. C'est jamais fini jusqu'à ce que ce soit fini. Et donc, on est reparti au combat. Et on les a mais marqués à la culotte, jour après jour. Et avec Sabine Rosset, ma collègue qui tient le stand de la maison des lanceurs d'alerte de l'autre côté, qui est une héroïne. On était 3 filles dans un local nul, avec même pas de toilette à l'intérieur de notre local de travail. On a travaillé nuit et jour. On a été hospitalisés plusieurs fois parce qu'on est allé hyper loin, dans la fatigue, on dormait plus et tout. Et petit à petit, ça a été un long épisode. En 2016, on a gagné 8 ans de combat pour faire interdire ce truc évident de la pêche en eau profonde. Bravo. Et donc, le moment de bascule, merci, mais c'est Sabine Rosset qu'il faut aussi, et puis tous les Français qui nous ont soutenus, hein. Enfin, vous tous, quoi. Et le moment de bascule, c'est la politique, en fait, et ça a été la COP21, parce qu'elle venait à Paris. Et là, on s'est dit, donc il y a quand même François Hollande qui va faire la leçon, là, il va faire le beau devant les caméras du monde, en disant qu'il est en train de gagner pour le climat, alors qu'on n'est pas capable d'arrêter les pêches les plus climaticides avec des subventions publiques. Donc là, on les a bombardés de cartes postales à l'Élysée en disant Hollande, balaye devant ta porte, enfin des trucs sympas. Et en fait, tous les Français ont signé, c'était dingue. Ils ont reçu des milliers de cartes postales avant de faire la leçon au monde. On nettoie, nanana. Et en fait, Ségolène Royal a dit, alors ça, il y en a marre, parce que Ségolène avait essayé de se battre, mais Le Drian pesait plus dans le gouvernement. Et là, elle a dit, il y en a marre, c'est fini ces conneries, on arrête cette pêche profonde. Et donc, Ségolène Royal a emporté l'arbitrage. À partir du moment où la France a arrêté de bloquer au Conseil, évidemment, le Conseil s'est passé comme une lettre à la poste. Un pays aussi gros que la France, c'est le make or break, comme on dit en anglais. On fait ou on arrête, ou on casse. Donc, il y a eu plusieurs moments de bascule, mais la COP21, in fine, c'est ce qui nous a permis de gagner le dernier acte. Bon, merci beaucoup. Comme vous le voyez, c'est assez facile d'animer une discussion comme celle-ci. Il suffit de se taire. Mais à bon escient, Je voudrais, parce qu'il nous reste un tout petit peu moins de 10 minutes, donner la parole à la salle, mais comme vous le comprenez, on va avoir du mal à répondre à tout le monde, et j'aurais voulu donner le micro à Emmanuelle Amar de l'association Romera, et pour qu'elle nous dise si la bascule est passée. Elle est là, c'est toi qui as le HF, voilà. Emmanuelle Amar, t'en avais un autre, on a des filaires, bon, voilà. Tu veux venir à côté, voilà, vous voulez venir à côté de nous, on ne se tutoie pas encore, je ne sais pas. Bon. Oui, merci, bonjour. Je vous ai surtout écouté et j'ai eu des frissons parce que j'ai eu l'impression d'avoir les mêmes séquences. Les mêmes séquences avec, vous ne me connaissez pas, mais vous saurez vite que je ne pense pas être hystérique non plus. Et j'ai eu ces mots qui ont été dits, ces attaques personnelles. Et la bascule, pour ceux qui connaissent l'histoire des bébés sans bras, la bascule, c'est exactement ça, c'est apporter des pièces, apporter des éléments. Et je ne sais pas si au moment où on nous a déclaré les premiers cas, on a tout de suite eu l'intuition qu'il se passait quelque chose dans l'Ain, parce que 3 bébés qui naissent les uns à côté des autres, dans un endroit où il n'y a presque pas d'habitants, il y a 200 habitants, 3 bébés sans bras, un médecin qui a le flair qui dit tiens, c'est bizarre, on s'est dit il y a quelque chose. Donc on a aussitôt colligé toute l'information, et je crois que c'est cette information colligée qui nous a permis, chaque fois que droit dans les yeux on nous disait non, il n'y a rien, de dire regardez, voilà ce que nous avons comme élément. Et alors la bascule n'est pas encore faite, parce que j'étais à Santé publique France en début de semaine, et j'ai encore demandé est-ce que oui ou non vous considérez qu'il y a un excès de cas et des raisons de procéder à des investigations, une étude. Et on m'a dit non, il y a une controverse. Donc on n'a pas encore complètement basculé. Oui. L'ANSES a été saisi Oui. par la ministre de la Santé. Exactement. Donc là où je crois qu'on a eu la ministre qui a raisonné en ministre, c'est-à-dire en responsabilité, elle a diligenté l'ANSES, qui est chargée de toute la partie environnementale, pour aller faire des investigations
On espère qu'on va participer à cette étude l'ANSES, mais là, c'est vraiment le moment où on se dit, nous n'avons pas failli, nous avons bien fait d'alerter, les éléments étaient suffisants pour procéder à une étude, et ça y est, c'est parti. Donc on espère maintenant que cette étude, elle va être faite dans les meilleures conditions possibles. Alors, peut-être rappeler... Juste peut-être rappeler quelque chose, c'est que toute l'équipe de Remera, l'association que je vous demande de soutenir, et publiquement, hein, parce que c'est de notre responsabilité à tous, toute l'équipe était en cours de licenciement. Le conseil régional, je crois, Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez retiré la subvention. Oui. Donc, bien évidemment, il y a des attaques. Il y a des attaques. Je crois que ce qui ressort un petit peu de cette discussion, c'est un enthousiasme incroyable, formidable, malgré tous ces combats. Et donc, j'espère que tout ça, et c'était un petit peu le sens, vous avez fait ça avec... c'est époustouflant la manière dont vous avez parlé de ces combats. J'espère que ça donne l'idée à chacun que finalement il n'y a pas effectivement de superwoman, il y a simplement des gens qui sont persévérants, il y a des gens qui s'appuient sur de la donnée, oui. Il y a des gens qui ont foi dans ce qu'ils font et dans l'évidence qu'il faut arrêter le massacre. Et donc que ce sont ces évidences d'arrêter le massacre, de faire les choses normalement dans l'intérêt général qui nous conduisent tous, mais que tout ça est à la portée de chacun d'entre vous. Je vous demande peut-être un mot de conclusion, peut-être Emmanuel Amar en premier. S'il y a besoin de faire un appel à l'aide, il faut y aller, là c'est le moment. Hein. Non, mais moi je suis déjà très admirative parce que j'ai entendu, il y a aussi peut-être une chose qui nous distingue, c'est que nous sommes dans l'interface avec les populations. C'est ça la grande différence, c'est que nous avons eu le regard des gens face à nous. Et nous avons donc cette responsabilité qui nous tombe sur les épaules comme ça à partir du moment où on croise le regard de quelqu'un, où on lui dit on ne va pas vous laisser comme ça, on va essayer de comprendre. C'est la différence peut-être du technocrate qui n'a pas ce regard et cette responsabilité-là. Je dirais que c'est ça. Mais nous, on n'est pas encore sortis d'affaires, on va dire, parce que nos licenciements ont été suspendus. On ne sait pas bien ce que ça veut dire suspendu. Notre ministre a dit on va dire que c'est annulé et on a un financement pour 2019. Donc c'est déjà pas mal. Bien, donc déjà une étape. Un mot de conclusion, Claire, Irène, tu as un micro ici, je t'en avais ramené un autre. Alors nous on s'est lancé dans un nouveau combat parce que vous imaginez bien que pendant les 8 ans où on s'est battu contre la pêche en eau profonde, il y a des tas de saletés qui se sont faites au niveau européen, dont la pêche électrique, ce qui est quand même juste un nouveau délire technologique où on électrocute la vie marine, puisque comme il n'y a quasiment plus de poissons, donc les industriels perdent de l'argent quand ils vont pêcher. Donc maintenant c'est la pêche biblique pour eux. Ils électrocutent les poissons qui sortent de toutes leurs cachettes. C'est la dernière fois qu'on pêchera comme ça. Après il n'y aura plus rien. C'est la mer brûlée. Et Macron s'est affiché contre, comme tout le reste. Et puis n'a rien fait, comme tout le reste. Et du coup, on a un vrai problème avec le gouvernement qui ne joue pas le jeu, évidemment, qui a dit qu'ils allaient se battre pour les pêcheurs français qui sont en train de crever dans le nord de la France. C'est à fendre le cœur. Donc les meilleures pratiques de pêche, les fileyeurs, les artisans sont en train de disparaître. Mais réellement, face à des énormes chalutiers industriels des Pays-Bas, donc on a mis en ligne une pétition pour interpeller Macron, faites du buzz autour de ça. Le maximum, s'il vous plaît. Et l'autre truc, c'est que je dirais, je trouve qu'on a, dans toutes ces épreuves, celles qui sont les nôtres, vos encouragements, votre soutien, il est vital en fait. Enfin, que les choses soient claires. Les petits messages merveilleux qu'on reçoit à l'assaut, des gens, mais on pleure quoi devant notre ordinateur en disant mais waouh, il y a des gens en France, mais et ça nous remplit le cœur de bonheur, ça nous donne vraiment du baume au cœur. Et c'est vraiment indispensable parce que bizarrement le cerveau est fait de telle sorte que quand on se fait insulter, bizarrement ça fait plus mal qu'un beau message. Vous voyez, il y a un truc qui est bizarre et que j'arrive pas encore à m'expliquer. Pour moi, c'est plutôt un truc de neurosciences où en fait un message affreux marque plus qu'un joli message. Donc en nombre, vos jolis messages compensent les horreurs qu'on reçoit.
Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est pas une rose qui compense un coup de poing dans la gueule, c'est le bouquet, vous voyez. Et donc la multitude de ce qu'on reçoit comme soutien sur les réseaux sociaux, etc., ça nous maintient en vie, ça nous maintient dans cette détermination. Donc merci et continuez. Irène, un dernier mot? Non, juste, j'espère, je croise les doigts, que quand je reviendrai pour le prochain salon, donc dans un an, on sera en plein procès médiator pénal, pour qu'enfin on puisse punir la criminalité à col blanc, qui est de manière exemplaire, qui est vraiment un challenge, je crois que connaissent bien beaucoup, je pense à Anticorps. C'est vraiment un immense défi d'intérêt général de pouvoir punir la criminalité à col blanc. Ça paraît moins choquant en premier abord, et en fait, c'est la planète et tous ses habitants qu'on assassine. Je voudrais juste m'excuser, merci, je voudrais juste m'excuser pour les frustrations, mais aussi bien Irène que Claire, qui va rester un tout petit peu, mais un tout petit peu, vous pouvez les rencontrer encore. Je voudrais juste proposer à Monsieur Bapt, juste pour équilibrer un peu, parce que là je me sens seul auprès de toutes ces dames si combatives, et on va faire une photo. Je vous remercie à toutes et tous. Merci encore pour tout cet enthousiasme et tous ces combats. Merci. Je vis en ce moment au milieu d'hystérique parce que je suis devenu conseiller médical bénévole de l'Association française des malades de la thyroïde. 85% de patientes par rapport au lévothyrox. Les professeurs nocebo qui ont dit que tout ça, ça se passait que dans leur tête. On a lancé des alertes, on n'a pas encore gagné, mais ça risque d'arriver aussi. Donc vive les hystériques.